Tu es un phénomène, un symbole de folie et d'extraordinaire dans le monde du cinéma d'arts martiaux. Tu as fait retenir leur souffle à des millions de spectateurs avec tes coups de pied défiant la gravité, avec tes acrobaties sans câbles ni effets spéciaux. Et puis, un jour, Tony Jaa a disparu. Sans avertissement, sans projecteur, sans écho. Certains disent que tu as abandonné, d'autres disent que tu as été trahi, et il y en a même qui croient que c'est la gloire elle-même qui a consumé cet homme. L'histoire d'aujourd'hui n'est pas une belle légende. C'est une vérité jamais racontée, pleine de contradictions, de douleurs et de sacrifices, sur le guerrier Dong Bak que le monde avait idolâtré. Des chants pauvres d'Isan à la scène mondiale. Pour comprendre le parcours de Tony Jaa, il faut d'abord comprendre Isan, la région la plus sèche et la plus pauvre de Thaïlande. Isan, ce n'est ni la Bangkok étincelante ni la touristique Chiang Mai. C'est un endroit où les enfants grandissent avec le cri des bovins, les sécheresses brûlantes et des repas souvent insuffisants. Panom Yerum, le vrai nom de Tony Jaa, est né et a grandi dans ce décor le 5 février 1976 dans la province de Surin, près de la frontière cambodgienne. Ses parents étaient agriculteurs. Toute la famille vivait de leur rizière et d'un seul buffle. Pas d'électricité, pas de télévision en couleur, aucun jeu à part grimper aux arbres, se baigner dans la rivière et rêver. Mais dans l'esprit du petit Panom, un autre monde se formait, un monde où les hommes pouvaient voler, faire des coups de pied tournoyants en l'air, sauter par-dessus les murs et se battre comme des guerriers invincibles. Tout cela venait d'un seul endroit. Les films d'arts martiaux classiques diffusés à la télévision en noir et blanc du village. Ce petit garçon était passionné par Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li. Chaque soir, après le travail au champ, Panom regardait secrètement les films, puis allait au bord de la rivière pour imiter chaque mouvement, chaque coup de poing, coup de pied, chaque cri. Sans salle d'entraînement, il utilisait les troncs de bananier comme sac de frappe. Sans entraîneur, il apprenait en rembobinant les cassettes VHS encore et encore, jusqu'à mémoriser chaque geste. Le désir de quitter ce petit village grandissait en Panom. À 15 ans, il demanda la permission à ses parents de monter à Bangkok, espérant trouver une chance d'apprendre les arts martiaux de façon professionnelle. D'abord, il travailla comme homme de ménage dans une école de sport, nettoyant les toilettes, portant des chaises, coupant l'herbe, en échange de la possibilité d'observer les cours. Puis, il demanda à s'entraîner avec eux. Quand les entraîneurs virent sa persévérance, il fut accepté officiellement à l'école de sport de Mahasarakam, où il commença à pratiquer le taekwondo, le judo et le wushu. Mais le tournant décisif arriva lorsque Panom rencontra Pana Ritikrai, un réalisateur d'action chevronné, fondateur de l'équipe de cascadeurs Muay Thai Stunt. Pana vit en Panom quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez personne d'autre, de la folie, une discipline de fer et la volonté de se faire mal pour atteindre ce qu'on appelle le vrai. De 1994 à 2003, Tony Jaa, utilisant alors le nom de scène Jaa Phanom, fut à la fois élève et cascadeur dans des dizaines de films d'action à petit budget en Thaïlande. Il s'entraînait de 8 à 10 heures par jour, sautait des toits, traversait les flammes, frappait des piliers en béton, faisait des pompes sur 2 doigts. Pas pour faire le spectacle, mais pour prouver que les arts martiaux n'ont pas besoin de CGI, seulement de volonté. Cet effort extraordinaire ne fut pas vain. Après près d'une décennie d'épreuves, Pana décida de produire un film spécial, Ong Bak, le guerrier Muay Thai, où Tony serait pour la première fois au centre de la scène. Pas de gros budget, pas de grands noms, une seule certitude. Toutes les scènes d'action seraient réelles, 100% exécutées par Tony. L'équipe du film ne s'attendait pas à ce que, depuis cette terre pauvre d'Isan, ils envoient une onde de choc dans le monde entier. Le film connut un immense succès en Asie et fit également sensation en Occident. Tony Jaa, ce garçon qui frappait les bananiers et sautait des bambous dans les rizières, partageait désormais la scène avec les légendes mondiales du cinéma d'action. Et ainsi,
des champs rouges de poussière remplis du chant des cigales, Tony monta sur la scène mondiale. Non pas par des artifices, non pas par les médias, mais par le sang, la sueur et des coups de pied réels à vous glacer le sang. Quand le monde leva les yeux. En 2003, le film Ong Bak, le guerrier Muay Thai, sortit officiellement au public. Pas de CGI, pas d'acteurs hollywoodiens, pas d'effets numériques, seulement une chose, la réalité. Une réalité présente dans chaque coup de pied, chaque coup de poing, chaque acrobatie que Tony Jaa, alors un nom totalement inconnu dans le monde, réalisa entièrement avec son propre corps, sans doublure. Le monde entier fut stupéfait. En Thaïlande, Ong Bak devint un phénomène au box-office, récoltant plus de 20 millions de bahts en quelques semaines, un chiffre record pour un film d'action local à l'époque. Mais plus miraculeuse encore fut la réaction du public international. Le film fut vendu dans plus de 90 pays, et lors de sa sortie aux États-Unis en 2005, les spectateurs occidentaux furent pour la première fois terrassés par le Muay Boran, une forme traditionnelle et plus brutale du Muay Thai, incarnée par le corps sans limite de Tony. Les critiques commencèrent à le comparer à Bruce Lee et Jackie Chan. Mais il y avait une différence. Si Bruce Lee apportait une philosophie martiale, si Jackie Chan apportait l'humour et la proximité, Tony Jaa apportait quelque chose de sauvage, d'instinctif, de pur. Il n'était pas seulement un combattant, mais un guerrier antique réincarné sur grand écran. Roger Ebert, le légendaire critique de cinéma américain, écrivit un jour « Tony Jaa vous fait vous demander si la gravité existe encore sur Terre. » Le New York Times décrivit « Ong Bak n'a pas besoin de logique. Il suffit de savoir qu'un homme peut faire des choses insensées avec son vrai corps. » Ce succès ne tenait pas seulement à la technique, c'est aussi parce que le monde du cinéma était alors épuisé par l'artifice. Alors qu'Hollywood dépendait de plus en plus des CGI, les scènes d'action devenaient des chorégraphies trop parfaites, perdant la sauvagerie, l'imprévisibilité que les anciens films d'arts martiaux savaient offrir. Et puis Tony Jaa apparut, tel un vent renversant tout sur son passage. Juste après Ong Bak, Tony devint un phénomène mondial. Il apparut dans de grandes émissions de télévision aux États-Unis, fut invité à des démonstrations d'arts martiaux en Europe et attira l'attention d'Hollywood. Tom Yum Goong, son film suivant, continua d'enflammer le marché international avec une scène ininterrompue de 4 minutes où Tony terrassa à lui seul des dizaines d'adversaires dans un escalier en colimaçon. Cette scène est encore aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures séquences d'action de l'histoire du cinéma. Le magazine Time Asia le désigna comme l'un des héros culturels de l'année 2004. Le magazine Empire l'appela l'héritier légitime de Bruce Lee au XXIe siècle. Et des réalisateurs des États-Unis, de Chine et de France commencèrent à chercher comment faire participer Tony à de grands projets d'action. Mais Tony, cet homme venu des champs pauvres d'Isan, portait encore 2 choses en lui, la loyauté et la discrétion. Il refusa de nombreuses offres venues d'Hollywood, étant encore liées à la société Sahamongkol, celle qu'il avait soutenue, mais qui allait aussi devenir ses chaînes dans les années suivantes. À ce moment-là, le monde entier regardait Tony Jaa comme une nouvelle icône du cinéma d'action mondial. Mais derrière cette gloire, une tragédie silencieuse prenait forme. La tragédie d'un talent incapable de décider lui-même de son destin. Le piège ne vint pas d'Hollywood, mais de sa patrie. Tony Jaa n'a pas échoué parce que Hollywood lui a tourné le dos. Il a échoué parce que sa patrie ne lui a pas permis d'avancer librement. Lorsque Ong Bak fit de Tony Jaa une star internationale, peu de gens savaient que derrière cette gloire se cachait un contrat contraignant avec Sahamongkol Film International, l'une des plus grandes sociétés de cinéma de Thaïlande, et aussi celle qui l'avait découvert et formé dès ses débuts. Au commencement, Tony n'était qu'un simple cascadeur, rêvant de montrer ses talents en arts martiaux. Sahamongkol, sous la direction du producteur chevronné
Prashia Pinkaew, lui donna cette chance, mais au prix d'un contrat à long terme extrêmement strict. Dans ce contrat, Tony ne pouvait accepter aucun projet étranger sans l'approbation de la société. De plus, Sahamong Cole détenait presque tous les droits de contrôle sur son image, sa marque et l'orientation de sa carrière. Au moment où des réalisateurs internationaux faisaient la queue pour proposer des collaborations à Tony, d'Hollywood à la Chine, Sahamong Cole restait lent, prudent et enfermé dans une vision très locale. Tony se retrouva pris entre deux mondes, d'un côté des opportunités de rayonnement mondial, de l'autre des clauses restrictives, des règles tacites et un regard conservateur venu de son propre pays. Le drame atteignit son paroxysme lorsque Tony voulut jouer un rôle secondaire dans le blockbuster Fast and Furious 7, aux côtés de Vin Diesel, Dwayne Johnson et d'autres stars de l'action. Ce rôle, bien que modeste, représentait une porte d'entrée officielle vers le marché hollywoodien. Mais Sahamong Cole s'y opposa fermement. Ils exigèrent même 50 millions de dollars américains de compensation de la part de Tony et des producteurs américains s'il apparaissait dans le film, une somme totalement déraisonnable. Résultat, Tony dut renoncer et sa seule véritable chance d'entrer à Hollywood se referma presque à jamais. En 2013, après près d'une décennie d'entraves, Tony décida de rompre avec Sahamong Cole, mais le prix à payer ne fut pas seulement juridique et financier. Il fut discrètement écarté de nombreux projets nationaux. L'écosystème du cinéma d'arts martiaux thaïlandais, dont il avait été l'âme, n'avait désormais plus de place pour un Tony Jaa libre comme avant. Le piège, ici, n'était pas la rigueur d'Hollywood, qui au moins lui laissait un choix. C'était un piège forgé par la loyauté, le sens du devoir et l'absence de préparation juridique dès le début. Il était sorti d'Isan avec sa passion, mais sans armure pour protéger sa carrière. Quand la liberté créative est échangée contre des intérêts commerciaux, quand un artiste ne peut pas décider seul de son propre chemin, aussi talentueux soit-il, il lui est difficile d'échapper au drame. Tony Jaa est celui qui a mis les arts martiaux thaïlandais sur la carte du cinéma mondial. Mais c'est bien la Thaïlande, le pays qui l'a façonné, qui l'a aussi retenu, l'empêchant de s'envoler plus haut. Quand un génie est contraint d'abandonner son propre moi. Un génie des arts martiaux comme Tony Jaa ne peut pas briller uniquement grâce à ses compétences de combat. Il a besoin d'un espace créatif, d'une base de liberté et surtout du droit d'être lui-même. Mais cela, il ne l'a jamais vraiment eu pendant de nombreuses années. Après son immense succès avec Ong Bak et Tom Yum-goong, Tony Jaa devint un phénomène mondial, un symbole vivant du Muay Thai et de l'action brute, sans câbles ni effets spéciaux. Mais ce titre de successeur de Bruce Lee et Jackie Chan devint un fardeau écrasant. Tout le monde attendait de Tony qu'il se surpasse sans cesse, qu'il fasse plus grand, plus dangereux, plus impressionnant. Et c'est là que le génie commença à perdre le contrôle. Pendant la production de Ong Bak 2, Tony n'était plus seulement acteur. Il voulait tenter sa chance en tant que réalisateur, un désir tout à fait légitime pour un artiste au sommet. Mais ce nouveau rôle ne s'accompagnait pas du soutien nécessaire. Sans expérience de gestion, sans équipe professionnelle pour l'épauler et sous la pression des producteurs, des médias et des fans, Tony s'épuisa peu à peu. En plein tournage d'Ong Bak 2, il disparut soudainement du plateau, plongeant l'équipe dans la tourmente et le public dans la stupéfaction. Celui qui exécutait autrefois des coups de pied tournoyants extrêmes se retrouvait écrasé par le poids des attentes. Plus tard, Tony réapparut. Non pas au cinéma, mais dans un monastère bouddhiste. Il se rasa la tête, revêtit la robe safran et devint moine. Ce n'était pas un coup médiatique, comme certains l'ont cru, mais une véritable fuite. Fuir les contrats oppressants, fuir les luttes internes de l'industrie cinématographique, fuir l'image que le monde voulait lui imposer. Les fans qui avaient connu un Tony Jaa invincible à l'écran durent accepter qu'au-delà des projecteurs se cachait une âme blessée, perdue et en quête de guérison.
Beaucoup pensent que si Tony avait pu travailler dans un environnement similaire à celui de Bruce Lee à Hong Kong, où il aurait pu écrire ses propres scénarios, réaliser, choisir ses partenaires, l'histoire du cinéma d'arts martiaux aurait pris une autre direction. Mais au lieu de construire librement son propre chemin, Tony Jaa dut courir après des attentes prédéfinies. Les réalisateurs ne lui laissaient pas choisir ses rôles. Les producteurs l'obligeaient à répéter les mêmes formules. Les fans exigeaient des scènes d'action défiant les limites humaines. Tout cela transforma un génie des arts martiaux en une ombre de lui-même, toujours à vouloir satisfaire les autres, mais de plus en plus éloigné de son essence. Lorsque Tony fit son retour avec The Protector 2 puis Triple Threat, on vit un Tony Jaa fatigué, manquant d'élan, bien que sa technique restât de classe mondiale. Il n'était plus la flamme ardente de ses débuts, mais une lumière vacillante essayant de survivre dans un marché concurrentiel et un cinéma d'action de plus en plus tourné vers le CGI, le ralenti et les effets modernes. Au fond, Tony Jaa est un artiste, pas seulement un combattant. Mais lorsque la liberté créative est restreinte, lorsque l'art est remplacé par le commerce, même un génie peut se perdre. Un retour qui n'est plus entier. Après des années de retraite dans un monastère bouddhiste, on aurait pu croire que Tony Jaa s'éloignerait définitivement des projecteurs. Mais le sang d'artiste, l'âme des arts martiaux, brûlait encore silencieusement en lui. Il est revenu, porteur des espoirs de ses admirateurs et du sien, celui de retrouver une fois encore les sommets de la gloire. Pourtant, ce retour n'était plus entier. L'année 2013 marqua un tournant décisif. Tony Jaa mit officiellement fin à son contrat avec Saamongkol Film International, la société thaïlandaise qui l'avait soutenu, mais aussi emprisonné son talent pendant près d'une décennie. Cette libération ne fut pas aisée. La société l'avait poursuivi en justice, réclamé 50 millions de dollars de dédommagement et tenté d'empêcher sa participation à Fast and Furious 7, une occasion en or pour entrer à Hollywood. Bien que l'affaire ait été réglée, la blessure dans ses relations avec le cinéma thaïlandais ne s'est jamais refermée. Lorsque Fast and Furious 7 sortit, Tony Jaa apparut pour la première fois dans un blockbuster hollywoodien. Mais au lieu d'un rôle principal comme Vin Diesel, Paul Walker ou Jason Statham, Tony jouait un méchant secondaire, Kiet, un garde du corps expert en arts martiaux au service du grand méchant. Ces scènes d'action, bien que spectaculaires, furent trop courtes et sans profondeur, laissant les spectateurs sur leur faim. Tony Jaa, qui autrefois portait seul des films d'action entiers, n'était plus qu'une pièce mineure dans un casting de stars occidentales. Par la suite, Tony continua d'apparaître dans des films internationaux comme SPL 2, A Time for Consequence, Never Back Down, No Surrender, Triple Threat et Monster Hunter. Mais tous avaient un point commun. Ils n'étaient plus au centre. Ces rôles étaient soit des méchants, soit des seconds rôles d'action, rarement avec une véritable épaisseur, et surtout, il n'était plus le Tony Jaa que le public avait tant aimé. Pendant ce temps, le cinéma d'action mondial évoluait. Le public s'habituait aux films de super-héros remplis d'effets spéciaux. Les arts martiaux traditionnels étaient remplacés par les CGI, les ralentis et les effets visuels. Le style d'action réaliste, sans câble ni trucage, qui avait fait la marque de Tony Jaa, devenait dépassé aux yeux des producteurs. Les coups de pied tournoyants à 360 degrés ou les frappes authentiques de Muay Thai ne suscitaient plus le même engouement qu'à l'époque d'Ong Bak. Non seulement il perdait du terrain à l'international, mais la carrière de Tony en Thaïlande connaissait aussi des difficultés. En raison de ses conflits avec ses anciens studios, il fut presque boycotté dans son pays. Des films comme Ong Bak 3 ou The Protector 2 sortirent dans une atmosphère fade, sans créativité, et ne rencontrèrent pas le même succès que les premiers volets. Plus important encore, quelque chose avait changé dans le regard de ses fans. Tony n'avait plus l'aura d'un novateur, ni la lumière d'un pionnier. Il n'était qu'un grand artiste tentant de survivre dans un monde cinématographique impitoyable.
On avait espéré que Tony Jaa serait l'héritier de Bruce Lee, Jackie Chan, celui qui guiderait le cinéma d'arts martiaux vers une nouvelle ère. Mais aujourd'hui, ce rêve semble s'être évanoui. Il est toujours là, il joue encore, il se dévoue, mais clairement, il n'est plus le Tony Jaa entier de 2003. Le prix de l'honnêteté et de la loyauté. Tony Jaa est devenu célèbre non seulement grâce à ses compétences martiales extraordinaires, mais aussi par sa personnalité. Un cœur ferme, loyal et honnête, à un point qui semble presque démodé dans le monde du divertissement d'aujourd'hui. Et pourtant, ses qualités en apparence nobles sont devenues des chaînes invisibles, le blessant profondément, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle. Depuis son jeune âge de pauvre garçon d'Isan, Tony portait en lui un esprit de respect envers ses maîtres, de gratitude envers ceux qui l'avaient soutenu, et la conviction que la loyauté valait mieux que la gloire. Lorsqu'il fut invité à travailler avec Saha-Mongkol Film International, il crut trouver une seconde famille. Le patron du studio, Somsak Tekkarathana-Prasert, n'était pas seulement un producteur, mais aussi un mentor, un père spirituel que Tony respectait profondément. Au début, lorsque Ong Bak et Tom Yum-gung connurent un immense succès, Tony rendait toujours hommage au studio, refusant de nombreuses propositions internationales pour tenir la promesse faite à celui qui avait cru en lui dès le départ. Cependant, cette loyauté ne fut pas récompensée par le respect qu'elle méritait. Saha-Mongkol contrôlait non seulement ses contrats cinématographiques, mais limitait strictement sa liberté créative. Lorsqu'il voulut développer son propre projet, Ong Bak 2, il dut affronter des obstacles financiers, des problèmes de calendrier et un manque de pouvoir décisionnel. De nombreuses sources révèlent que, durant le tournage difficile de Ong Bak 2, Tony dut chercher seul des financements et lutter contre les dettes de production. Ce fut également à ce moment qu'il s'effondra et choisit de se retirer dans un monastère, non pas par dégoût de l'art, mais parce qu'il ne supportait plus la pression et l'emprise de ceux qu'il considérait autrefois comme une famille. Lorsque Tony chercha à élargir sa carrière à l'international, notamment en acceptant des propositions d'Hollywood, Saha-Mongkol le poursuivit immédiatement en justice, réclamant jusqu'à 50 millions de dollars pour rupture de contrat exclusif. Cet acte fut comme un coup de poignard dans le dos, blessant Tony moralement et bloquant son avenir. Pendant des années, il dut se battre en silence, incapable de s'exprimer publiquement, car il ne voulait pas ternir la réputation du studio qui avait autrefois été son refuge. Pendant ce temps, de nombreuses autres stars étaient prêtes à rompre leur contrat, à s'allier avec des sociétés internationales pour accroître leur pouvoir et leurs revenus. Mais Tony Jaa, avec son honnêteté et ses principes moraux stricts, resta en arrière. Une loyauté absolue qui non seulement ne l'a pas protégé, mais s'est transformée en piège, le retenant dans l'univers limité et calculateur du cinéma thaïlandais. Le monde du divertissement est un monde de querelles où toutes les valeurs peuvent être renversées par l'argent et la célébrité. Dans cet univers, Tony Jaa ressemblait à un guerrier d'un autre temps, portant des idéaux purs dans un champ de bataille rempli d'embûches. Et comme une loi cruelle, plus on est honnête, plus on souffre. Plus on est loyal, plus on est exploité. Avec le recul, de nombreux fans se demandent si Tony avait été plus froid, plus rusé, aurait-il eu une carrière encore plus éclatante? Mais s'il l'avait fait, aurait-il encore été Tony Jaa, cet homme qui fit plier le monde sous ses coups de pied de Muay Thai, né d'un cœur sincère et pur? Voilà la plus belle des tragédies, la tragédie de l'honnêteté dans un monde qui ne la chérit plus. Un héritage inachevé, mais inoubliable. Tony Jaa n'a peut-être jamais atteint les sommets d'Hollywood comme certains de ses collègues asiatiques, Jackie Chan, Jet Li ou Donnie Yen. Mais dans le cœur de millions de véritables passionnés d'arts martiaux, il est unique. L'incarnation ultime d'une époque où les arts martiaux à l'écran étaient encore faits de sang, de sueur et de douleurs réelles, et non de CGI ou de câbles. Depuis 2003, lorsque Ong Bak, le guerrier Muay Thai est sorti,
Le monde du cinéma d'action s'est comme éveillé. Personne ne s'attendait à ce que, d'un petit pays cinématographique comme la Thaïlande, surgisse un phénomène capable de faire des acrobaties, des coups de pied tournoyants, de grimper au mur et de battre ses adversaires sans doublure ni effets beaux spéciaux. Les sauts à travers les flammes, les coups de genoux dévastateurs, le saut par-dessus des dizaines de motos dans Tom Yum Goong. Tout cela était réel, sans aucun trucage. Même les réalisateurs d'action chevronnés d'Hollywood comme David Leitch, John Wick, Atomic Blonde ou Chad Stahelski ont reconnu publiquement avoir été émerveillés et obsédés par les capacités réelles de Tony Jaa. L'acteur Paul Walker, qui a joué avec Tony dans Fast and Furious 7, l'a qualifié de « l'un des hommes les plus dangereux que j'ai jamais rencontré sur un plateau », dans le meilleur sens du terme. Cependant, ce qui a fait de Tony Jaa une icône, ce n'est pas seulement sa force physique, mais sa persévérance à défendre l'esprit originel des arts martiaux au cinéma. Alors que la plupart des films d'action modernes privilégient le divertissement, les effets spéciaux et le marché, Tony a choisi une voie plus difficile, celle de ramener les arts martiaux à leur essence, un mélange d'art, de force et de spiritualité. Pourtant, cette gloire n'a pas duré. Ces dernières années, bien qu'il soit apparu dans quelques films internationaux, Furious 7, X6, Reactivated, le rôle de Tony s'est rétréci. En partie à cause des barrières linguistiques, mais aussi parce qu'il refusait de perdre son identité pour suivre la mode. Pour lui, si un coup de pied ne fait pas ressentir au spectateur son poids réel, alors ce n'est plus des arts martiaux, seulement une chorégraphie. Aujourd'hui, Tony Jaa se fait plus discret. Il consacre davantage de temps à enseigner aux jeunes, à soutenir des projets cinématographiques modestes en Thaïlande et à chercher une nouvelle génération pour perpétuer l'esprit authentique des arts martiaux. Bien qu'il ne soit plus au centre de Hollywood, il reste un modèle pour les jeunes combattants, un exemple vivant de détermination, d'honnêteté et de respect des traditions. Ong Bak n'était pas juste un film, c'était un tournant. Une déclaration que les arts martiaux asiatiques ne sont pas morts, ils ont juste besoin de la bonne personne pour les réveiller. Après l'ère de Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, Tony Jaa est le dernier maillon reliant le passé à l'avenir. Son héritage ne réside pas dans les recettes du box-office, mais dans le cœur du public, dans chaque mouvement pratiqué par ceux qui l'a inspiré. Même si son rêve hollywoodien reste inachevé, Tony Jaa sera à jamais le dernier guerrier à avoir osé vivre vrai, se battre pour de vrai et quitter la scène avec sa dignité intacte. Dans un monde où règne l'artifice, Tony Jaa a laissé quelque chose de plus précieux que n'importe quelle statuette dorée, la foi que l'art authentique a encore sa place, si l'on est assez courageux pour le défendre. Tony Jaa n'est peut-être pas devenu une superstar mondiale, mais il a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des amoureux du cinéma d'arts martiaux. Que pensez-vous de son parcours?